Bonjour, bienvenue à notre présentation sur la santé mentale des enfants atteints d'un cancer du sang. Je me présente, Pascal Rousseau, je suis gestionnaire des programmes communautaires à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Avant de commencer, j'aimerais vous en dire davantage sur notre organisation et vous présenter quelques-uns de nos programmes et ressources susceptibles de vous intéresser. La Société de leucémie et lymphome du Canada est au service des familles touchées par un cancer du sang pédiatrique. Notre équipe, répartie dans tout le Canada, est là pour fournir des ressources, du soutien et une oreille attentive aux personnes qui doivent surmonter les difficultés émotionnelles liées à un diagnostic de cancer pédiatrique. Nos responsables des services à la communauté sont là pour évaluer les besoins et recommander les services appropriés, orienter vers d'autres services dans votre communauté si nécessaire, ou encore vous fournir de l'information pour vous outiller sans vous surcharger. N'offrons pas de conseils médicaux ni de suivi à long terme et nous n'offrons pas d'informations non validées par les experts. Donc, communiquez avec nous par téléphone 1-833-222-4884 ou encore par courriel info@cancerduSang.ca. Nous vous invitons à visiter notre site internet cancerdusang.ca. Notre objectif est de mieux servir la communauté et d'offrir une expérience améliorée. Sur notre site Internet, vous trouverez tous les enregistrements de nos webdiffusions passées, notre chaîne de balado, Parlons des cancers du sang, des fiches d'information, des outils pratiques pour vous aider à naviguer dans l'expérience du cancer de votre enfant et bien plus encore. La lecture des expériences vécues par les personnes atteintes d'un cancer et de parents qui les soutiennent peut être une source de soutien et contribuer à créer une communauté lorsqu'on est confronté à un diagnostic de cancer du sang. Donc, sur notre site Internet, vous pouvez également lire des témoignages d'autres familles et nous vous invitons à le visiter et à lire certaines de leurs histoires. Toujours sur notre site Internet ou par l'intermédiaire de votre responsable des services à la communauté, vous pouvez accéder à du matériel éducatif pour les enfants et les familles, comme par exemple comment préparer la rentrée scolaire de votre enfant. Vous trouverez un cahier à colorier, l'histoire de Zoé et bien plus encore. Il existe également des outils pour les enseignants qui aident les enfants et les adolescents à retourner à l'école après un traitement. Et recevoir un diagnostic de cancer, suivre un traitement ou passer du temps à l'hôpital peut être accablant et stressant pour toute la famille, y compris pour les enfants. Ce tableau explicatif que vous voyez à l'écran permet aux enfants d'identifier et de suivre ce qu'ils ressentent. Il contient également des idées pour aider les aidants à soutenir leur enfant et leur permettre de mieux comprendre et gérer les émotions liées au défi d'un diagnostic de cancer pédiatrique. Alors, avant de vous présenter notre expert, je voudrais réviser avec vous les objectifs de cette présentation qui sont de reconnaître l'importance de l'intervention précoce des problèmes de santé mentale chez les jeunes enfants, de faire la promotion de conversations adaptées à l'âge, donc comment parler des émotions et de la santé mentale avec les enfants, soutenir les défis uniques auxquels sont confrontés les frères et les sœurs, et gérer les émotions et maintenir le bien-être. Donc, plusieurs mécanismes d'adaptation et ressources vous seront présentés. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre expert, Pascal Bernier. Pascal est infirmier clinicien en santé mentale au programme d'hémato-oncologie pédiatrique du CHU Sainte-Justine. Alors, il travaille au CHU Sainte-Justine à Montréal depuis 2013. Il a été infirmier pivot au programme des leucémies lymphoblastiques pendant 7 ans. Et il offre maintenant du soutien aux enfants, aux adolescents et aux parents en lien avec des enjeux de santé mentale et psychosociale, soit durant ou après les traitements d'un cancer. Alors, Pascal, la parole est à vous. Donc, bonjour à tous. Merci, Pascal, de m'avoir invité à venir vous parler d'un sujet que je trouve particulièrement important et encore plus quand il est question des familles qui ont un enfant qui est atteint d'un cancer, d'une leucémie ou d'un lymphome. Euh, donc, comme Pascal m'a présenté tout à l'heure, je suis infirmier en hémato-oncologie depuis maintenant 10 ans. Donc, j'accompagne des familles qui ont un enfant atteint de cancer depuis tout ce temps-là. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter
cette présentation sur l'impact du cancer chez les enfants et sur la fratrie. Donc, le plan de la présentation, c'est assez simple. On va parler un peu des généralités en oncologie pédiatrique, quelques chiffres, quelques généralités pour un peu se situer. On va parler un peu de l'adaptation au cancer de façon générale. Pardon. Donc, on va parler de comment est-ce que les enfants font pour faire face au cancer, mais en même temps, comment la fratrie s'y adapte, c'est quoi les réactions qu'ils peuvent avoir. On va parler de communication. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec son enfant dans un contexte comme celui-là? Puis en même temps, je pense que c'est aussi essentiel de se poser la question, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Donc, on parle de l'adaptation, des impacts, on va parler de ce qui est normal, comment on échange, mais en même temps, il y a aussi des éléments qu'il faut garder en tête, puis auxquels il faut être sensible. Puis, ça peut aussi donner des marqueurs, là, à quel moment est-ce qu'on interpelle nos équipes ou nos ressources pour aller chercher de l'aide. Puis finalement, je vais vous proposer aussi quelques interventions, quelques pistes d'intervention pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Donc, j'aimerais commencer juste en mentionnant que les informations que je partage sont à titre indicatif, c'est-à-dire que il n'y a pas une seule façon de vivre une maladie, il n'y a pas une seule façon de s'adapter, il n'y a pas une seule façon de, de réagir, en quelques mots. Donc, j'ai envie de dire que chaque enfant va se développer à sa façon, puis que c'est important d'adapter ce qu'on va communiquer comme information euh, à la hauteur de ses capacités, mais aussi en fonction de son développement. Puis c'est aussi important comme adulte, comme parent, de respecter nos limites, puis de savoir aussi ce avec quoi je suis à l'aise, puis ce avec quoi je ne suis avec quoi je suis moins à l'aise. Donc, c'est seulement pour un peu mettre la table. Donc, si on regarde un peu en généralité là, le cancer chez les enfants et les adolescents, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plus ou moins 300 nouveaux diagnostics chaque année au Québec. Ça peut sembler beaucoup, mais après, quand on compare avec le nombre de naissances, tu sais, on a quand même 81 000 naissances par année, plus ou moins. Donc, on peut constater que malgré tout, c'est quand même un petit nombre d'enfants qui vont recevoir un diagnostic de cancer. Donc, ça reste une maladie qui est globalement assez rare chez nos jeunes. Mais malgré que ce soit quand même assez rare, on retient que les leucémies lymphomes, ça fait partie des cancers les plus fréquents chez les enfants et les adolescents. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que depuis les années 60-70, il y a eu un bond majeur dans la survivance au cancer chez les jeunes. Quand on parlait de plutôt dans les 30%, 40% de survivance, maintenant on est vraiment plus dans les environs du 80. Puis malgré cette survivance-là, on peut aussi noter que les patients qui ont atteint d'une leucémie, notamment la leucémie lymphoblastique, mais aussi certains lymphomes, vont aller chercher un pronostic d'à peu près 85 à 95 de chances de guérison. Donc, les traitements qu'on a développés au fil des dernières décennies ont permis vraiment d'améliorer la survivance chez nos jeunes, mais ça ne vient pas non plus sans risque. C'est-à-dire que quand on fait face au cancer d'un enfant, évidemment, l'enfant ne vient pas seul, l'enfant vient avec sa famille et avec ses frères et sœurs. Donc, la maladie affecte tout le monde. J'aime dire aux familles puis aux jeunes, surtout aux adolescents, que le cancer et eux ne font pas un. C'est deux entités différentes. Puis le cancer est- est quelque chose qui appartient à toute la famille au final. Malgré que l'augmentation de la survie soit quand même assez marquée, ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'il y a une chronicisation dans les soins. Donc, on a plus d'options de traitement, ce qui fait en sorte que les premières options, quand ils ne fonctionnent pas, on a une deuxième ligne de traitement, une troisième ligne de traitement, puis on a une variété, une plus grande variété d'outils, mais qui amènent aussi des potentiels d'effets secondaires et de complications, puis des séquelles aussi à court terme puis à moyen terme. Donc, ce qui fait en sorte que oui, nos enfants survivent plus, mais ils ont aussi plus de risques d'avoir des impacts au niveau plus psychologique puis de leur santé mentale. Donc, c'est important aujourd'hui de parler de l'impact du cancer puis des émotions parce que ça va nous permettre aussi de travailler en amont puis être capable de faire face à ce qui s'en vient puis au futur avec peut-être un peu plus de flexibilité. L'idée, c'est de peut-être être sensibilisé à l'impact du cancer pour être capable de développer ou mettre en application des stratégies d'adaptation, peut-être plus tôt dans le traitement parce on va avoir été sensibilisé,
dans le but de favoriser la santé mentale, soit pendant ou même après les traitements pour une leucémie ou un lymphome. Malgré que, quand on regarde un peu les statistiques sur l'impact chez les jeunes, qu'on note une baisse de la qualité de vie chez les enfants et les adolescents, puis des fois même jusqu'à 4 ans après la fin des traitements, même si on note ça, je pense que c'est aussi important de mentionner que la grande majorité de nos jeunes vont s'adapter positivement normalement positivement à la maladie, mais vont aussi s'adapter, vont aussi avoir un fonctionnement tout à fait normal après la fin des traitements, puis ils ne vont pas vivre de grandes séquelles. Donc, on va parler beaucoup d'impact, puis on va parler beaucoup de choses qui sont, en guillemets, négatives, mais je veux aussi que vous gardiez en tête que la grande, grande majorité de nos jeunes s'adaptent bien à la maladie, puis soit pendant ou après. Donc, tantôt, je disais, le cancer est une affaire de famille, c'est pas une affaire d'une seule personne. Je reprends l'image un peu d'un mobile qu'on met au-dessus d'un lit d'un bébé. Donc, sur l'image, vous voyez, il y a 4 canards qui font un peu qui vont imager les enfants, la famille, les parents. Puis au centre, on peut imaginer que c'est le cancer en tant que tel. Donc, on peut voir que le cancer circule autour des membres de la famille ou que les membres de la famille circulent plutôt autour du cancer. Puis, je vous invite à imaginer qu'on donne une petite tape, une pichenote ou un petit coup sur un des canards. Donc, vous pouvez vous imaginer rapidement que finalement, c'est tout le mobile qui se met à balancer, à tourner, à être déséquilibré. Donc, c'est un peu ce que le cancer a comme impact auprès d'une famille, c'est-à-dire que même si c'est une personne qui en souffre, c'est toute la famille qui va en être affectée. Puis d'où l'importance de soutenir tous les membres de la famille, autant l'enfant qui est atteint que les parents, que les frères et sœurs. Faire face à la maladie, ça représente beaucoup de défis et notamment pour les parents qui doivent conjuguer avec autant de nouveautés, c'est-à-dire la maladie, les médicaments, l'enfant, l'école, le travail. Donc, il y a beaucoup d'impact. Donc, mon enfant est atteint d'une leucémie. À quoi est-ce que je dois m'attendre comme réaction? Donc, évidemment, les réactions sont très variées. On va avoir des réactions qui vont être qui vont être influencées par l'âge au moment du diagnostic. Par exemple, si on a un enfant de 3 ans, les réactions ne seront pas tout à fait les mêmes que si on a un enfant de 16 ou 17 ans, par exemple. Les phases de son développement. Est-ce que c'est un enfant qui est très développé au niveau cognitif ou ou pas beaucoup? Tu sais? Fait que, ça va aussi influencer ses capacités de compréhension. Dans tous les cas, on sait que face au diagnostic de cancer, le fonctionnement de l'enfant va en être affecté. Vous le savez, les enfants doivent arrêter l'école pendant une période plus ou moins longue. Des fois, on parle de quelques mois, des fois, on parle de plus longtemps. Les enfants vont parfois être restreints au niveau de leurs activités sociales, vont avoir des restrictions alimentaires à cause soit des médicaments, à cause des chimios ou même encore à cause de la prévention des infections. Donc, ces enfants-là vont vivre beaucoup d'impact. Il y en est de même aussi pour la famille puis pour la routine familiale. Donc, on sait, il y a souvent un des deux parents ou même des fois les deux qui doivent arrêter de travailler. Il va y avoir des inquiétudes ou des soucis en lien avec les finances, avec la gestion du logement. Des fois, par exemple, on pourrait penser à une structure dans une famille où un père, par exemple, sa tâche le soir, c'est de faire les bains des enfants, puis la mère, c'était de faire le souper, par exemple. Parce que là, à cause du cancer ou à cause de la maladie, le père a dû changer ses horaires de travail, puis finalement n'est plus à la maison pour faire les bains. La mère doit un peu reprendre ces tâches-là pendant que le père travaille. Donc, ça amène une charge supplémentaire, puis une réorganisation qui, des fois, va bien, puis des fois, qui peut être aussi des facteurs de stress supplémentaires pour les familles. Donc, quand un enfant fait face au diagnostic, en fonction de son âge, il va avoir différentes réactions. On peut penser à des pleurs, on peut penser à de la peur, de l'anxiété, des fois des réactions de colère. Des fois, l'enfant peut devenir opposant, peut devenir un peu même provocateur, peut faire de l'évitement. Il y a certains enfants qui vont devenir plus passifs, tu sais, qui vont être moins engagés, on va dire, dans ses activités ou dans ses soins ou va faire semblant qu'il s'en fout un peu plus, par exemple, ou il va faire plus des crises plus rapides.
Chez les plus jeunes, des fois aussi chez les plus, mais surtout chez les plus jeunes, on peut aussi voir des régressions au niveau comportemental. On peut penser par exemple à un enfant de 3 ans et demi, 4 ans qui était propre, puis que là, suite à la maladie, au changement, finalement perd la propreté, puis qui fait une régression dans ses apprentissages. Donc, c'est toutes des réactions qu'on peut observer. Il faut se rappeler que la très grande majorité de ces réactions-là sont normales, puis qu'elles permettent à l'enfant, dans une certaine mesure, de s'exprimer puis de se protéger. Chez les adultes qui sont atteints de cancer, ces réactions-là vont être aussi présentes. Fait que les adultes vont vivre des deuils, vont vivre des périodes où ils vont être tristes, pleurer, vont être anxieux, vont être en colère, être un peu plus réactifs avec leur conjointe, leur conjoint. Puis on va considérer que ces réactions-là sont normales chez des adultes qui ont appris avec leur expérience de vie à contrôler leurs émotions, ou du moins à contrôler un peu leur niveau de réactivité. Chez les enfants, ce degré d'apprentissage-là n'est pas nécessairement toujours acquis, ce qui fait en sorte que leur niveau d'expression, puis leur niveau d'intensité dans l'expression des émotions peut être aussi un peu plus grand. Donc, c'est important de se rappeler que pour l'enfant, d'exprimer ses émotions, c'est une façon de s'exprimer, mais c'est surtout une façon de se protéger. Donc, pour moi, un enfant qui pleure, un enfant qui est anxieux et qui est en colère, pour moi, c'est quelque chose qui est très normal. Puis, il faut aussi voir un peu le contexte dans lequel ça s'inscrit. Est-ce qu'on est dans les moments très, très proches du diagnostic versus est-ce que c'est une anxiété ou une colère, puis de l'évitement qui se prolonge sur plusieurs mois ou plusieurs semaines. Puis là, ça dépasse le cadre un peu normatif. Donc voilà. Maintenant, on va parler un peu de l'impact du cancer, mais selon deux périodes distinctes. On va parler un peu de pendant les traitements puis après les traitements. Donc, ça serait difficile de tout nommer. On va parler plus de généralité. Donc, pendant les traitements, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une perte de routine. Même si les parents font beaucoup d'efforts pour maintenir le plus possible une routine, à la maison, il y a un certain changement dans l'organisation. Les enfants, surtout les plus jeunes, peuvent perdre leurs repères plus facilement. Ils peuvent avoir des craintes, des peurs, des réactions variées, surtout quand il est question des procédures médicales. On peut penser aux piqûres, aux sensations nouvelles. Tu sais, par exemple, on peut penser à la douleur. C'est des symptômes qu'avant on pouvait avoir comme enfant, mais là, on en a un peu plus, ou des sensations inconfortables comme des nausées induites par la chimio, par exemple. Il va avoir également des impacts plus au niveau de la psychologie, comme on a un peu parlé tout à l'heure. Puis il va avoir des impacts plus psychosociaux, c'est-à-dire des arrêts au niveau scolaire, l'isolement, moins voir ses amis, des règles, de nombreuses règles en lien avec la prévention des infections. Donc, il y a beaucoup d'impacts pour l'enfant qui est en période de traitement. Puis, ça nécessite beaucoup de capacités adaptatives. Après les traitements, les jeunes demeurent quand même avec des éléments auxquels ils doivent continuer de s'adapter ou du moins continuer auxquels ils doivent encore faire face. On peut penser aux impacts physiques. Par exemple, aux patients qui vont avoir des effets secondaires persistants, on va dire. Par exemple, des impacts osseux après la prise de certaines chimiothérapies ou des impacts cardiaques ou endocriniens ou musculaire quoi, ou une fatigabilité. On sait qu'il y a certains jeunes qui vont avoir un niveau d'énergie un peu plus bas pendant une certaine période de temps après la fin des traitements. Où il y a aussi un certain nombre de jeunes qui vont avoir de l'anxiété, des peurs, notamment la peur de la récidive qui est assez présent chez nos jeunes, de plus en plus quand ils vieillissent. Euh, le retour à la normalité aussi peut être angoissant pour les jeunes. Donc, ça fait 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on est en traitement, qu'on est suivi, qu'on est pris en charge, en guillemets, par une équipe qui surveille notre état de santé. Puis là, tout à coup, hop, là, on retourne un peu à la vie normale. Ça peut représenter un stress. euh, un degré d'anxiété quand même. Puis mentionnons aussi pour nos ados le fait de voir pendant l'adolescence faire face au cancer, de voir perdre un peu de notre autonomie, perdre un peu de notre indépendance, d'être moins en contact avec nos amis, ben, ça peut représenter des défis un peu dans la construction de son identité. Puis on se rappelle que ça fait partie un peu des étapes normales du développement de l'ado. Donc, il serait normal, par exemple, qu'une mère, un père, qu'un enfant de 6 ans qui est atteint d'une leucémie se pose la question,
Ben, mon enfant, à quoi est-ce que mon enfant, mon autre enfant, comme par exemple sa sœur qui serait un peu plus vieille, comment est-ce qu'elle pourrait réagir face au cancer de, de, de son frère ou de sa sœur? Ça serait quoi le type de réaction qu'elle pourrait avoir? Donc, tout comme l'enfant atteint de cancer, les frères et sœurs vivent des émotions difficiles. Ils vont vivre de la peur, des inquiétudes, de la tristesse, parfois du désespoir, puis qui vont se présenter pendant au moment du diagnostic, durant les traitements et même après les traitements. Je vais y revenir un peu plus tard. Ils vont s'inquiéter pour leurs frères et sœurs, puis ils peuvent aussi avoir peur de la mort, peuvent avoir peur de perdre leur père, leur frère ou leur sœur, peuvent également s'inquiéter pour leurs parents. Mais ils peuvent aussi vivre de la tristesse, de la colère, un peu de l'incompréhension, voire même de la jalousie ou un sentiment d'injustice. On se rappelle que dans la famille, les frères et sœurs, ce sont eux qui, d'une certaine manière, doivent continuer d'agir comme si rien n'était. C'est-à-dire que le frère ou par exemple, l'enfant atteint de cancer n'ira plus à l'école, va peut-être avoir aux yeux de certains privilèges, entre guillemets. Donc, ça peut être perçu par le frère et la sœur comme étant injuste, comme étant une certaine jalousie. On sait aussi que les enfants atteints de cancer ont une certaine attention secondaire de leur famille, des amis, et vont recevoir, par exemple, beaucoup de cadeaux. Fait que les frères et sœurs peuvent aussi être jaloux de ça. Donc, les frères et les sœurs vivent certaines affaires, certaines réactions, certaines émotions, notamment parce que l'accent est souvent mis autour de l'enfant qui est malade. Donc, la fratrie reçoit moins d'attention. Ces enfants-là, qui sont les frères et sœurs, peuvent sentir une déchirure. Ils vont être notamment sensibles aux changements dans les responsabilités à la maison. Ils vont observer que le fonctionnement de la famille est pas comme avant, que les relations sont différentes, que les parents, le père, la mère, sont plus stressés, dorment moins bien. Peut-être même qu'il va y avoir plus de situations conflictuelles à la maison. Donc, les frères et sœurs sont sensibles à ça, puis même des fois peuvent en vouloir à leurs frères et sœurs d'être malades. Donc, ces jeunes-là vivent aussi des défis qu'on doit aussi prendre en compte. Puis, mentionnons aussi qu'il y en a qui, notamment chez les enfants plus vieux, qui vont plutôt réagir, eux, à la fin des traitements. Donc, ils vont avoir une tendance à exprimer ou à démontrer leurs difficultés plutôt une fois que les traitements sont terminés, puis qu'il y a un retour un peu plus à la vie normale, où les parents redeviennent plus disponibles. Et là, tout à coup, il y a comme un débalancement, puis ils se disent, oh, ben là, il y a quelque chose il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ma stabilité n'est plus là. Donc, ça va amener certaines fragilités parfois chez certains enfants, mais plutôt dans le après que le pendant. Quand on regarde plus la communication, comment communiquer avec les enfants et les adolescents, euh, la première phrase que j'aime nommer, c'est que pour pouvoir s'adapter, c'est important de savoir. Donc, c'est important d'impliquer les enfants, c'est important de les impliquer, mais dans la mesure de ce qu'ils sont capables en fonction de leur niveau de développement, mais aussi et surtout en fonction de la capacité des parents à les accompagner là-dedans. Donc, pour moi, par exemple, vous posiez la question, est-ce qu'il est nécessaire d'aviser mon enfant de 4 ans qu'il est atteint d'une leucémie? Est-ce que je dois vraiment tout lui dire? C'est-tu nécessaire là, de tout divulguer? Ben, la réponse est oui et non. Dans la mesure où les informations se doivent d'être transparentes, mais nuancées et rassurantes. Fait que ce que ça veut dire, c'est si, par exemple, vous venez d'apprendre que votre enfant est diagnostiqué d'une leucémie il y a 3, 4 ou 5 ans, de lui dire, par exemple, qu'il y a un rhume ou qu'il y a une grippe et qu'on est à l'hôpital pour donner des médicaments pour soigner sa grippe, eh bien, pour l'enfant, tout dépendant de son âge, il peut aussi recevoir ça comme étant, OK, mais j'en ai déjà eu des grippes, c'est quelque chose que je connais, puis pourtant, c'est pas comme d'habitude. Puis les grippes, habituellement, je suis pas à l'hôpital, j'ai pas des traitements. Donc, pour lui, c'est pas nécessairement quelque chose qui va faire du sens. Fait que le fait que les informations soient pas pleinement transparentes puis cohérentes avec ce qu'il a probablement appris va faire en sorte que ça peut fragiliser la confiance qu'il va avoir envers les prochaines informations que vous allez lui transmettre. Fait que ce qu'on recommande plutôt, c'est de nommer les choses telles qu'elles sont,
mais de façon à ne pas non plus l'inquiéter à outrance. Par exemple, on pourrait utiliser des images ou des histoires. On pourrait dire, par exemple, si on a un enfant de 4 ans, on pourrait lui dire, ah, ben, en ce moment, dans ton sang, il y a des mauvais soldats euh, qui causent des symptômes. Puis là, on pourrait parler des symptômes qu'il est en train de vivre. Fait que pour détruire ces mauvais soldats-là, on va aller utiliser des médicaments. Puis les médicaments, c'est des bons soldats. Puis ils vont aller attaquer les mauvais soldats. Puis quand on va détruire les mauvais soldats, des fois, il va y avoir peut-être des petits effets. Par exemple, tu pourras avoir un petit peu mal au cœur, des fois, les cheveux peuvent tomber. Puis là, on va commencer à expliquer un peu les effets secondaires au travers des images qui sont compréhensibles par l'enfant. Fait que j'ai pris l'exemple des soldats, par exemple, avec un enfant qui aime les jeux un peu plus de guerre, ces trucs-là, mais ça pourrait être aussi d'autres images. L'idée, c'est de transmettre l'information pour que ça fasse du sens pour l'enfant en fonction de ce qu'il connaît, puis euh, en mettant en perspective que l'enfant, si on lui propose une explication connaît déjà, mais que pour lui, c'est quelque chose qui en ce moment n'est pas du connu, ça se peut que ça fasse pas de sens. Tandis que si on l'amène vers quelque chose d'un peu plus approprié au contexte, ça va faire en sorte qu'il risque de mieux comprendre ce qui est en train d'arriver. Malgré tout, c'est important de respecter le rythme de l'enfant puis de répondre progressivement à ses questions. C'est-à-dire que on ne va pas essayer de devancer pour qu'il connaisse les choses à tout prix. On va essayer de le suivre un peu dans son questionnement pour ne pas non plus aller trop vite. Quand on parle de communication, c'est aussi des parents, mais c'est aussi les soignants. Puis des fois, on va utiliser des phrases qui initialement sont utilisées pour rassurer, mais qui peuvent au final aggraver ou insécuriser l'enfant. L'exemple le plus fréquent qu'on observe, c'est mais voyons, les piqûres, ça fait pas mal. Ben, entre vous et moi, les piqûres, ça fait mal. Puis, si ça fait pas mal, tant mieux, mais pour beaucoup, c'est quand même très inconfortable. Puis, quand on travaille encore là, si on compare avec la clientèle adulte, il y a un bon nombre d'adultes qui, quand ils viennent pour faire leur prélèvement sanguin, ne se sentent pas bien, peuvent pas regarder. Des fois, on a même des réactions de panique. Des fois, il faut les mettre couchés pour les piquer. Donc, si on se remet dans une position un peu avec les enfants, est-ce que c'est normal qu'un enfant ait peur des piqûres? Est-ce que c'est normal qu'un enfant crie, pleure au moment de se faire piquer? Pour moi, oui. Il n'y a pas de quelque chose qui est anormal. L'important, c'est plutôt de communiquer l'information de façon à ce qu'il puisse comprendre euh, que, que oui, ça va faire mal, que oui, ça peut faire mal, mais qu'on puisse le rassurer. Donc, on va chercher à être rassurant. Donc, on va donner des explications différentes. Plutôt de dire, mais voyons, les piqûres, ça fait pas mal, on va plutôt dire, ben, il est possible que tu ressentes un petit pic. Puis on peut imaginer, comme un pincement. Ben, ça ne dure pas longtemps, puis maman, papa va être avec toi. Donc, on rassure l'enfant sur la présence du parent pour le garder contenu. Ou on pourrait aussi dire, ben, maman, papa, on a déjà eu aussi des prises de sang, on a eu souvent. Puis moi, quand je l'ai eu, j'ai ressenti un petit pic, puis on pourrait montrer à l'enfant, on pourrait pincer la peau, puis montrer comme, ah, ben, c'est à peu près ça que moi j'avais senti. Puis encore une fois, on rassure, je vais rester avec toi. Puis on pourrait aussi évidemment utiliser un jouet. Le jeu de rôle est très intéressant, notamment chez les plus jeunes. Donner du matériel médical, un toutou, il se pratique et tout ça. L'intention, pas l'intention, mais l'idée, ça serait toujours d'essayer d'offrir de la prévisibilité, avoir des étapes, être capable de nommer c'est quoi les soins qui s'en viennent, puis dans la mesure du possible, et selon la capacité de l'enfant aussi, de lui donner un peu de contrôle. Fait que lui proposer de s'impliquer dans la démarche. Par exemple, ce que moi j'aimais faire, c'est quand j'arrivais, puis je m'installais sur la petite table de travail, plutôt que le jeune soit assis sur son père, sur sa mère, puis qu'il me regarde tout préparer mes choses, puis que l'anxiété monte ou que l'angoisse, la peur monte, je le faisais contribuer. Par exemple, je sortais le matériel, les petites seringues emballées, les tampons d'alcool, puis je lui faisais ouvrir sur mon petit plateau pour qu'il puisse s'occuper les mains, s'occuper l'esprit, puis qu'il contribue d'une certaine façon au geste médical que moi je vais faire. Donc c'est une façon d'engager les jeunes, les enfants dans le soin.
On peut leur offrir, quand on parle de prévisibilité, une des stratégies intéressantes, c'est aussi d'avoir un calendrier quand vous êtes à la maison, par exemple, avec le lundi, mettons du lundi au dimanche, puis de noter les journées où il va y avoir des rendez-vous à l'hôpital, puis c'est quoi le planning un peu de la semaine. De cette façon-là, ça permet aux jeunes de se faire une image mentale de, OK, ben, c'est dans 2 dodos, 3 dodos qu'on va aller à l'hôpital. Donc, des fois, ça peut aussi aider à réduire l'anticipation. Il va y avoir, puis on recommande également de faire la même chose pendant les périodes d'hospitalisation, mais plutôt un calendrier de leur journée avec ce qu'on va faire au cours de la journée. C'est quoi les examens prévus, les traitements, les visites, les spécialistes qui vont venir. Essayer d'avoir une certaine organisation, ça permet de rassurer l'enfant. On parle de communication, mais je pense que c'est aussi important de juste spécifier que le fait de ne pas informer, de ne pas mentionner ces choses, certaines informations aux enfants peut créer plus d'anxiété, peut créer plus de désorganisation, d'anticipation. Les enfants vont moins bien s'adapter. Puis ça peut aussi mener à une perte de confiance envers son parent. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel je veux mettre un peu l'attention. Si on n'est pas honnête avec les enfants, ils vont se mettre à douter de ce qu'on leur dit, ils vont penser qu'on leur dit pas la vérité. Puis après ça, ils ne sauront plus à quoi s'attendre. Et ça génère beaucoup d'inconfort et d'incertitude chez les enfants. Donc, c'est vraiment essentiel d'être honnête avec eux, mais tout en étant rassurant. Puis encore une fois, je rappelle que les émotions sont avant tout nécessaires puis normales, puis qui permettent l'adaptation finalement. On pourrait parler un peu de communication en fonction des âges. Donc, la façon de communiquer avec les enfants va varier vraiment là, selon les différentes étapes développementales ou en cas du moins selon les groupes d'âge. Chez les 0-2 ans, ce qui est le plus important, c'est vraiment au travers la proximité parentale. C'est-à-dire que notamment les bébés vont beaucoup réagir à travers leur sens. Fait au travers l'ouïe, la vue, le toucher, les odeurs. Donc, le fait d'être très proche de leur mère ou de leur père va avoir quelque chose de très sécurisant pour eux ou de façon générale, parce que la majorité des enfants et des bébés ont un attachement sécurisant, donc vont avoir donc la présence parentale est vraiment une intervention intéressante pour communiquer la sécurité avec son enfant. Euh, c'est important de progressivement, à mesure que l'enfant vieillit, de faire un lien entre les émotions et les comportements. Par exemple, tu cries parce que tu es fâché. Donc, plutôt que de sévir sur un comportement ou de faire une intervention purement comportementale, des fois, ça peut être pertinent aussi, mais l'idée, ça serait aussi de prendre le temps de mettre des mots sur l'émotion que vous avez observée chez votre enfant. Généralement, ils vont avoir une réaction comportementale face à une émotion qui est en dessous. C'est la même chose aussi chez les adultes. Fait qu'on encourage l'enfant à mettre des mots sur les émotions de base. Fait qu'on pense à la colère, on peut penser à la joie ou à la tristesse, par exemple. Fait qu'on ne va pas dans des registres d'émotions très complexes, on reste dans des trucs plus de base. En vieillissant, autour de 3, 5, 6 ans, on va intégrer des nouvelles émotions. Fait qu'on va essayer de continuer de mettre des mots sur ce que vous observez, encourager l'enfant à reconnaître ce qui se passe dans son corps, puis être capable d'intégrer des émotions plus complexes. Par exemple, la déception. Plutôt que de dire Ah, tu es triste ou Ah, tu es en colère, on va plutôt dire Ah, on va essayer Ah, je vois que tu es déçu de. Donc, on va essayer d'amener un peu plus de vocabulaire pour l'amener à reconnaître ses réactions, puis entre son corps et ses émotions, on peut utiliser des images, on peut mettre des mots, on peut faire des imitations devant le miroir, on peut aussi l'accompagner dans le jeu, dans les jeux de rôle, pour mettre vraiment en pratique ces habiletés-là. Puis c'est une façon qui est quand même efficace de communiquer avec les jeunes enfants. J'ai envie d'amener aussi à plus on va vieillir plus l'enfant va vieillir dans cette catégorie d'âge-là, plus il est intéressant aussi de lui offrir des choix. Par exemple, ah, dans telle situation, tu étais content de ou tu étais déçu de? Puis l'amener à prendre conscience des distinctions entre les différentes émotions qu'il peut vivre. On vous encourage comme parents à, tu sais, dans le fond, ce qu'on dit, c'est, ah, on veut que nos enfants soient capables et habiles de parler de leurs émotions, d'être capables de faire des liens entre leurs émotions et leurs comportements. Mais les jeunes
apprennent beaucoup par mimétisme, apprennent beaucoup par imitation. Donc, si les parents adoptent eux-mêmes ce type d'approche-là envers leurs propres réactions et leurs propres émotions, ça risque de faire écho sur leurs enfants. Donc, on encourage les parents à eux-mêmes faire preuve d'émotion, faire parler de leurs émotions avec leurs enfants. Par exemple, si votre enfant a eu un comportement X, Y, Z, puis que vous avez réagi peut-être avec impatience, puis qu'après coup, vous dites, ah, j'ai peut-être été un peu trop impatient, vous pouvez le nommer à votre enfant. Tantôt, j'ai été impatient avec toi parce que j'étais fatigué. Donc, vous pouvez faire des liens entre ce que vous vivez puis vos propres sensations. Mais le plus important, c'est que vous soyez confortable avec la méthode que vous allez utiliser. Il faut que ce soit relativement naturel. Après, ça demande de la pratique, mais l'important, c'est d'être à l'aise et confortable. Chez les enfants d'âge scolaire, ce qu'on va remarquer, c'est que de façon générale, les enfants comprennent assez bien leurs émotions. Ils ont encore besoin de soutien pour les nommer, les reconnaître, ou même pour les normaliser. Certaines réactions qui parfois peuvent paraître intenses, mais en même temps, on peut aussi se dire que dans certains contextes, c'est normal. Si on reprend par exemple les piqûres, on peut se dire que c'est normal. Puis pour moi, ça me rassure aussi qu'un jeune enfant pleure pas au moment des piqûres. Ça veut dire qu'une certaine façon, il se défend. Euh, Encore une fois, on encourage la communication, on encourage à s'impliquer dans les traitements, mais ce qui devient de plus en plus important, c'est vraiment le respect de l'intimité physique et psychologique. Les enfants, dans le cadre de la maladie, perdent beaucoup de contrôle, n'ont pas beaucoup de contrôle en fait. Donc, on essaie de leur en donner sur ce qui est possible de faire, puis le respect de l'intimité physique et psychologique, c'est important. Pour rassurer, mais on fait attention à la fausse réassurance par contre. Puis, plus on vieillit, plus on augmente dans cette strate d'âge-là, plus le contact avec les amis prend de l'importance, puis plus de conserver le filet social va permettre aussi une meilleure communication avec les enfants parce que les enfants vont aussi un peu mieux s'adapter. Maintenant, chez plus la clientèle adolescente, c'est parfois là où les parents du moins de mon expérience, les parents mentionnent vivre des difficultés à communiquer avec leur ado. Parce que, d'une part, les parents vivent d'une certaine façon une certaine angoisse ou une certaine anxiété de par la maladie en elle-même, fait qu'ils veulent comprendre ce qui se passe pour leurs jeunes, ils veulent essayer d'être au devant, essayer de le supporter le mieux possible, de donner toutes les ressources possibles. Les parents veulent bien faire, puis ça les amène parfois, pas toujours, mais ça les amène parfois à être très présents, puis des fois à pas nécessairement toujours respecter l'autonomie puis le désir d'indépendance de son adolescent. Ce qui fait en sorte que parfois certains ados vont avoir comme réaction plutôt pas de rejet, mais de prendre la distance. Donc, pour communiquer efficacement avec les ados, il faut avoir une approche de type support, fait qu'être là, être présent au moment où le jeune en fait la demande, être à l'écoute et attentif, mais surtout respecter l'autonomie. Donc, laisser le jeune s'organiser, l'encourager à s'organiser, l'encourager à prendre en charge sa santé, l'encourager à être indépendant, même si à certains moments, ça peut sembler incohérent parce qu'il dit qu'il veut être indépendant, mais de l'autre côté, il vient vers vous pour des choses très de base. Euh, c'est un va-et-vient, la période de l'adolescence, puis c'est important de respecter ce désir-là. Pour les ados, c'est pas encore toujours bien acquis la capacité de mettre en mots ce qu'ils vivent. Puis ils vont utiliser aussi un langage propre aux adolescents qui, des fois, pour nous, ça peut sembler pas faire trop de sens. Fait qu'on on peut utiliser, des fois, quand on utilise un jargon d'ado, on peut aussi aller le mettre en émotion. On va plutôt dire je m'en fous, ah, je suis déçu de. On va l'essayer de mettre en mots. Euh, De l'autre côté, je pense que c'est aussi important de faire preuve comme parent de réciprocité, tu sais, d'être réciproque avec son enfant, mais aussi d'être humble, puis de ne pas prétendre connaître ce que lui vit. Probablement que dans le développement de l'humain, l'adolescence est la période la plus turbulente, si on veut. Il se passe énormément de choses au niveau biologique, puis comme parent, on peut aussi se remettre en position d'humilité puis dire, ben, moi, j'ai déjà été un ado, je ne sais pas si je m'en rappelle, peut-être oui, peut-être pas,
Mais clairement, je n'ai pas été un ado avec une maladie physique grave, puis je ne sais pas ce que ça a comme impact. Mais je veux être là pour toi, puis je veux t'accompagner là-dedans. Donc, c'est une approche qui est quand même assez gagnante. Évidemment, on essaie de ne pas infantiliser, puis on les encourage un peu à mentaliser ou du moins à réfléchir, à avoir un peu plus un processus moins rigide des fois quand c'est le cas. On parle de généralité, hein, là, on fait face un peu au mode de communication, plus qu'est-ce qui est standard ou ce qu'on peut observer. Maintenant, on va aller chercher un peu plus les éléments qui peuvent nous inquiéter. Maintenant, est-ce que les jeunes qui sont atteints de cancer ont plus de détresse psychologique que les jeunes qui n'en ont pas? La réponse est oui. Statistiquement, au Québec, je pense, si ma mémoire est bonne, les données plus récentes qui datent de 2022, c'est un jeune sur cinq qui n'a pas de problème de santé quelconque, là, qui n'a pas nécessairement un problème de santé quelconque, qui vit avec des enjeux de santé mentale. Donc, ça représente quand même une bonne proportion de nos jeunes. Donc, ce 1 sur 5-là est aussi vu en oncologie, mais de par l'intensité des traitements, le type de traitement, l'impact que ça a, on a des enjeux de santé mentale qui sont vraiment bien présents chez nos jeunes. Donc, on va remarquer plus d'anxiété. J'ai inscrit dépression, mais pas nécessairement un trouble dépressif, plutôt comme des symptômes de dépression, des difficultés à être au niveau de l'attention. Somatisation, on va penser à des symptômes physiques. Par exemple, on a l'aspect symptômes physiques et symptômes psychologiques est très imbriqué l'un avec l'autre. Donc, un enfant qui est en douleur risque d'avoir plus d'anxiété, puis un enfant qui est anxieux risque d'avoir plus de nausées et vice-versa. Donc, il y a vraiment une interaction entre les deux. Puis, ce qu'on remarque, c'est que nos jeunes ont souvent un peu plus de symptômes somatiques ou quand ils en ont, étrangement, c'est souvent corrélé ou il y a souvent en arrière-plan des enjeux anxieux qui peuvent être là. Les enfants, les adolescents peuvent parfois être plus agressifs, plus irritables ou présenter des difficultés au niveau de leur comportement un peu plus élevés que la population générale. Les éléments clés à retenir, c'est si vous ne reconnaissez pas votre enfant. Si votre enfant, par exemple, c'est un jeune qui est très actif, qui a plein d'amis, qui a plein d'intérêts variés, puis que là, tout à coup, il est un peu passif, il n'y a aucun intérêt, puis que ça persiste dans le temps, puis que ce n'est pas nécessairement associé à un effet secondaire d'un médicament, il faut que ça allume une petite cloche de dire, OK, il y a quelque chose qui va pas avec mon enfant. S'il y a un bris dans les soins apportés, s'il n'y a pas un respect ou une adhérence là, dans les soins, s'il y a une rupture dans son fonctionnement, il refuse de manger, il refuse de se laver, il refuse bon, peu importe où est-ce qu'il peut, ça pourrait être, il pourrait avoir une altération. C'est des éléments qui peuvent auxquels vous pouvez vous rapporter puis en parler avec votre équipe soignante. Maintenant, il y a aussi des facteurs qui peuvent aggraver la détresse d'un enfant. Donc, il y a des enfants qui, parce qu'au niveau familial, à cause de la maladie ou même qui étaient déjà là avant, le fonctionnement familial qui va moins bien, les parents qui sont en conflit important, un stress parental important ou des défis financiers qui impactent le fonctionnement familial peut apporter un niveau de détresse supplémentaire pour les enfants. Le fait de ne pas avoir de soutien social, le fait que l'enfant est isolé, le fait qu'il ne puisse plus voir ses amis, soit parce que les parents sont inquiets des infections, soit parce que l'enfant souhaite ne pas les revoir parce qu'il ne veut pas montrer sa tête, pas de cheveux, par exemple. Euh, c'est un autre élément qui augmente les symptômes plus associés à l'anxiété, notamment. Les enfants qui ont une mauvaise condition physique, par exemple, qui ne s'alimentent pas bien ou qui font pas assez d'exercice physique, ont également des symptômes de l'humeur et anxieux plus grands. La santé mentale des parents est probablement un des enjeux les plus importants parce que, comme la phrase que j'aime le plus dire aux parents, c'est parents en détresse, enfants en détresse. Donc, c'est essentiel et même si le deuxième point qui sera à retenir dans cette présentation-là, c'est prenez soin de vous parce que c'est la principale façon de prendre soin de votre enfant, c'est si vous allez bien. Si vous êtes en détresse,
votre enfant va le ressentir, ça va se ressentir aussi dans les soins que vous lui donnez, et ça va avoir comme impact que votre enfant risque de vivre lui-même plus de détresse et ça a des conséquences finalement sur son adaptation et ses soins. Comme j'aime beaucoup les images, j'amène une deuxième image pour un peu mettre ça en contexte. C'est comme quand on prend l'avion puis que l'hôtesse, l'agente de bord nous dit, ah, si jamais on devait, les masques d'oxygène devaient tomber, mettez le vôtre avant de mettre celui de vos enfants ou de votre voisin. C'est la même chose pour la détresse psychologique. Prenez soin de votre santé psychologique avant d'essayer de prendre, prendre soin de celle des autres. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas en état de prendre soin de vous, ça ne peut pas être possible de prendre soin de celle des autres. Il y a des éléments qu'on peut quand même observer qui vont nous permettre peut-être de savoir si on doit s'inquiéter ou du moins si on doit intervenir. Parmi les éléments, c'est un changement drastique dans le fonctionnement de votre enfant. Vous avez l'impression que vous ne le reconnaissez pas. La présence de propos qui peuvent être inquiétants. Bon, ça peut paraître un peu extrémiste, mais des pensées du genre suicidaire un peu. Ma vie ne vaut rien, je serais mieux mort, euh, ma vie est détruite. Des genres de propos où il y a une certaine profondeur dans l'émotion qui parfois pourrait être aussi adressée à un professionnel de l'équipe psychosociale. Il peut y avoir des difficultés émotionnelles qui vont perdurer dans le temps. Fait que, par exemple, au départ, on parle de normalité, tu sais, dans les pleurs, colère, anxiété, mais des fois, ça va aussi durer plus longtemps. Donc, là aussi, on peut se poser la question. De l'agressivité. Donc, un enfant qui n'est pas connu pour de l'agressivité et qui soudainement devient agressif ou très irritable, ce n'est pas normal. C'est signe qu'on doit se poser quelques questions. Un enfant qui soudainement devient isolé ou qui soudainement devient non adhérent au traitement. Un enfant qui régresse dans son comportement puis que ça n'a pas tendance à revenir dans l'ordre. Ce sont tous des éléments qui peuvent nous pointer du doigt des enjeux plus sur l'aspect de la santé mentale. Maintenant, je trouvais aussi important de faire une mini capsule sur les corticostéroïdes. Donc, par exemple, votre enfant est atteint d'une leucémie, prend du décadron, puis vous vous dites que il n'est plus lui-même. Est-ce que c'est normal qu'il réagisse avec autant de vivacité? On va dire ça comme ça. Les corticostéroïdes, là, on pense à prénisone, décadron notamment. Ça, c'est un médicament, mais qui a une multitude d'effets secondaires. En gros, ça touche à peu près tous les systèmes du corps, puis, mais qui sont vraiment, mais qui reste quand même un médicament qui est très efficace dans le traitement de la leucémie, de certains lymphomes, puis, mais qui vont avoir quand même des effets marqués au niveau de la santé physique et de la santé mentale. Donc, c'est un médicament qu'on va donner dans une perspective de traitement. Fait c'est un médicament qui agit de façon très similaire à une chimiothérapie, c'est-à-dire qu'il va circuler dans le sang et va affecter le cancer en détruisant les cellules à division rapide. Donc, puis après ça, il va passer dans le sang, va aller vers le cerveau, puis il va aussi affecter certaines régions, puis certaines substances du cerveau qui vont amener des effets secondaires sur l'humeur, le comportement, sur des changements au niveau de la personnalité. Donc, ce sont tous des changements qui peuvent arriver. Puis, pour donner des exemples de réactions induites par les stéroïdes, on peut penser à de l'irritabilité, à des crises de colère, un sommeil qui va être soit fragile ou même de l'insomnie. Les enfants peuvent se réveiller plusieurs fois au cours d'une même nuit. Ils peuvent avoir une humeur plus triste, ils peuvent se sentir plus déprimés ou au contraire avoir des accès de colère, de l'impatience, faire des crises de comportement. Puis chez les plus vieux, ils peuvent même ressentir, suite à ces accès de colère-là ou de l'impatience, ils peuvent même vivre une période de culpabilité, mais qui ne vont pas nécessairement mentionner, qui vont plutôt garder pour eux. Donc, par exemple, ils vont devenir très, très colériques face à leurs parents parce qu'ils n'ont pas su être suffisamment tolérants à cause du médicament. Puis le parent réagit d'une certaine façon, puis l'ado, après, lui, va se sentir coupable. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut observer. Il y a un impact
important sur la nourriture. Les jeunes ont un appétit sans fin. Ils veulent de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, puis ils sont jamais satisfaits de ce qu'on leur apporte. Ou s'ils sont satisfaits, c'est vraiment sur ils ont des intérêts alimentaires très, très focalisés. On peut penser par exemple aux pâtes, puis au riz, puis aux aliments gras et salés. Euh, amener leur, de façon générale, amener leur pas des brocolis, ça passera pas. Par contre, amener leur des croquettes, puis là, ils vont être très heureux. Euh, donc, euh, donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment le médicament qui parle dans ce cas-là. Puis c'est aussi des fois très dérangeant pour les jeunes parce que ça a un peu le même effet qu'une sensation de craving pour quelqu'un qui consomme des drogues. Donc, le besoin de nourriture est à ce point-là fort. Il y a une faible tolérance à la frustration et au bruit qui peuvent être présentes. Puis souvent, les interventions parentales puis de l'équipe vont être inefficaces. Puis ça peut amener un sentiment d'impuissance vraiment grand chez les parents et chez les soignants. Ce qui fait en sorte que des fois, les parents peuvent aussi perdre patience. Puis c'est important de ne pas se culpabiliser face à ça parce que c'est un médicament qui a beaucoup d'effets secondaires psychologiques et qui ne sont pas de la faute de l'enfant, mais qui sont aussi très dérangeants pour les parents. Bien que les réactions soient quand même normales puis induites par le médicament, ça reste que, comme on disait, c'est très souffrant pour les enfants, les ados puis leurs parents. On se rappelle que c'est malgré tout temporaire, c'est-à-dire que ça apparaît généralement plus ou moins 24 heures après la première dose, puis va se terminer plus ou moins 24-40 heures après la dernière dose. Donc, selon la durée de la prise, les effets peuvent être plus ou moins longs. Dans tous les cas, je vous encourage fortement d'en parler avec votre équipe médicale parce qu'il y a des interventions qui peuvent être essayées dans les cas où des interventions psychosociales ne sont pas suffisantes. Donc, dans les cas où il y a, dans certaines situations où une approche pharmacologique peut aider à la prise en charge de ce type de symptômes-là. Donc, en termes de pistes d'intervention, et c'est sur ce dernier thème-là que j'aimerais m'adresser à vous, c'est de l'importance de s'occuper de soi comme parent, mais aussi comme couple. Donc, c'est facile dans le cadre de la maladie de se perdre comme parent, comme individu et comme couple. Donc, les parents, ce qu'ils disent souvent, c'est ah, mais moi, en cas de la maladie, je deviens plus un parent proche aidant qu'un parent ou une femme ou un homme. Donc, il y a quelque chose dans l'identité parentale qui, pas se brise, mais qui change. Puis c'est important de se réapproprier cette individualité-là. Fait que permettez-vous d'aller souper avec vos amis. Permettez-vous d'aller souper en couple. Permettez-vous de faire garder vos enfants si vous voulez pour pouvoir vous retrouver comme personne ou comme couple. C'est vraiment important. S'occuper de la famille, des frères, des sœurs, mais s'occuper également des grands-parents, c'est important. Tout le monde, comme on disait tout à l'heure, est impacté par la maladie. Essayez d'avoir une routine, puis de faciliter la communication au sein de la famille. Soutenir l'adolescent dans son développement, comme on a parlé un peu plus tôt, et dans son autonomie. Favoriser les contacts sociaux. Donc, on encourage les jeunes, les enfants, les adolescents à sortir de la maison, à jouer à l'extérieur, à avoir quelques amis. On essaie de faire attention aux infections, évidemment, puis on respecte les consignes de l'équipe médicale, mais quand c'est possible, d'aller voir un ou deux amis, c'est toujours aidant. On fait des activités qui nous font du bien. On essaie d'avoir un certain équilibre de vie entre le sommeil, activité physique, équilibre alimentaire. Ce sont toutes des choses qu'on sait, mais qu'on a tendance à négliger. Donc, de se rappeler que cet équilibre-là est vraiment fortement corrélé à une bonne santé mentale. On donne une place à la fratrie dans les soins. On les implique dans le quotidien des soins. On reconnaît leurs émotions. On reconnaît qu'ils ont un vécu propre à eux dans le contexte de la maladie, puis que ce qu'ils vivent n'est pas moins grave ou moins important que l'enfant qui est lui-même malade. On essaie d'être présent et à l'écoute. Euh, je vous invite à repenser à une situation où, par exemple, vous avez vécu une situation avec votre chum, votre blonde, un ami ou quelqu'un de votre famille, puis vous êtes dit,
Vous étiez soit en colère, ou peu importe, ou triste, puis vous avez décidé d'appeler quelqu'un pour parler de cette situation-là, puis la personne vous écoute, mais rapidement commence à vous donner des solutions, puis à vous dire, ah, là, tu aurais dû faire ça, ou fais ci, ou fais ça. Je ne sais pas comment vous vous êtes senti, mais de façon générale, les gens ne veulent pas nécessairement se faire donner des solutions. Ce qu'ils veulent, c'est se sentir écoutés, puis se sentir validés, puis qu'on reconnaisse leur vécu, puis leur expérience. Euh, Surtout chez les ados. Ça ne veut pas dire de ne pas donner de solution, ça veut dire d'être capable de balancer là, entre j'écoute puis je donne des solutions. Mais ça, des fois, c'est difficile aussi comme parent parce qu'on se dit, moi, je suis moi-même inconfortable, je sais, j'ai comme on dirait, j'ai pas grand-chose à lui dire. Euh, donc, c'est important d'être sensible à ça, mais de revenir à le fait d'écouter, c'est des fois beaucoup plus efficace que de donner des solutions parce que ça permet de valider le jeune dans ce qu'il est en train de vivre. Je vous encourage à accepter l'aide, mais quand même de savoir mettre vos limites puis à réorienter l'aide. Il y a des gens qui vont vous arriver, surtout au début de la maladie, ils vont vous arriver avec beaucoup là, de présence. Ils vont vous écrire plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Ils vont vouloir vous cuisiner des plats, faire votre ménage, vous donner des sous. Fait que les gens vont se mobiliser. Ce qu'on observe, c'est que dans le temps, surtout dans les diagnostics où le traitement est plus long, par exemple dans les leucémies, dans le traitement de la leucémie, on va voir qu'au bout d'un certain nombre de mois, cette offre d'aide-là a l'air un peu d'être moins présent. Puis finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est pas nécessairement parce que les gens veulent plus offrir de l'aide, c'est juste parce qu'une nouvelle normalité qui s'est installée, puis que les gens soit n'osent pas le demander, ou soit pour eux, ils se disent, ben, les gens vont venir vers moi s'ils ont besoin. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, puis acceptez l'aide qu'on vous donne quand vous jugez que ça peut être pertinent. Les gens, de façon très générale, sont très heureux d'aider quand on leur demande. Essayez d'avoir une routine familiale, gardez un cadre, gardez des règles, gardez des limites avec vos enfants. C'est ce qui leur offre le plus de stabilité. Choisissez vos batailles pendant les hospitalisations et encore plus pendant les phases de corticostéroïdes. Donc, par exemple, c'est pas tolérable de se faire frapper, mais par exemple, le fait que votre enfant se soit impatienté, peut-être qu'on peut permettre pendant la période d'hospitalisation de tolérer un peu plus que ce qu'on tolérerait normalement. Soyez présent, rassurant pendant les soins, soyez honnête et transparent, notamment avec les plus grands. Dans tous les cas, tu sais, quand vous avez des questions, je vous invite à consulter votre équipe traitante, les infirmières, les travailleurs sociaux, les médecins, les psychologues, et d'aller consulter toutes les ressources qui sont mises à votre disposition. Tu sais, on peut penser à la Société leucémie lymphome, là, dans laquelle aujourd'hui vous recevez cette présentation, mais il y a aussi plusieurs autres organismes qui peuvent vous soutenir dans l'expérience que vous êtes en train de vivre. Donc, je vous remercie pour votre attention, puis j'espère que cette courte présentation-là aurait été utile ou du moins informative, tout en vous souhaitant quand même bonne chance dans ce que vous êtes en train de vivre avec votre enfant et votre famille. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation très riche en outils pratiques. Alors, merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter la présentation. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Communiquez avec nous, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous appeler au 1-833-222-4884 ou communiquer avec nous par courriel info@commercialcancerducsang.ca. Merci et portez-vous bien.